Allez les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, React One séquence numéro 8 et je vous propose Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de France 2. Dans le cadre des élections législatives, on a d'un côté le bloc bourgeois qui veut absolument faire passer le RN et de l'autre côté vous avez les citoyens qui ont tout intérêt à ce que la gauche passe pour améliorer leur vie. Je vous propose cet échange entre une journaliste et Jean-Luc Mélenchon. Bonne vidéo à tous les amis, c'est parti. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre parole est attendue. Ce soir, vous avez déclaré il y a quelques jours que vous avez l'intention de gouverner ce pays. Alors, c'est vrai que la situation politique est confuse. Alors ce soir, on va tenter d'être clair. Oui. François Hollande estime que vous devez vous taire. Oui. Lionel Jospin dit que vous n'êtes pas la solution. Fabien Roussel, que vous n'êtes pas dans le paysage politique du Nouveau Front Populaire. Je continue. Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Raphaël Glucksmann vous exclut de fait du casting. Vous êtes là ce soir face à moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez rassembler la gauche sur votre nom? Premier arrêt les amis, avant de laisser répondre Jean-Luc Mélenchon, la journaliste démarre avec un palmarès de personnages. La vérité, je pense qu'ils devraient tous se taire, pour être très honnête avec vous, parce que les personnages dont cette journaliste vient de nous citer, Fabien Roussel, Glucksmann, Marie Tondelier, François Hollande, on va pas dire que c'est les plus inspirants de l'équipe, les amis. Parce que je te garantis que quand tu pars gravir une montagne et que tu es assuré par ces gens-là derrière à la corde, tu as intérêt soit de croire en Dieu, ou soit d'avoir prévu une corde de secours. Ça démarre fort. Bonne vidéo, ça va zouker. C'est pas le sujet pour moi. Je crois qu'il y a un malentendu absolu depuis le début. Et beaucoup de jalousie. Et beaucoup d'ambition, c'est bien normal. Mais moi, je ne suis pas concerné par cette bataille. On m'a posé une question, on m'a dit, est-ce que vous allez être Premier ministre? J'ai dit, je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. C'est au chef de parti, et M. Faure a répondu, ça sera le groupe le plus important. Point, je ne fais pas une carrière. Et pourquoi vous dites j'ai l'intention de gouverner ce pays? Mais parce que c'était dans le flot de la discussion, je dis, si c'est moi qui dois être Premier ministre, admettez que je suis peut-être pas le moins mal placé pour exercer cette fonction, oui, je l'exercerai de telle et telle manière. Mais je vais vous le redire, et je demande que tout le monde m'entende, je ne suis candidat à rien. Est-ce que c'est clair? Et il y a, parmi les insoumis, des personnes qui sont capables d'être Premier ministre, qui ont été préparées pour ça, notamment par moi. Alors, je fais un deuxième arrêt, les amis. Effectivement, ce qu'il faut savoir quand tu crées une alliance comme ça, c'est le groupe majoritaire, celui qui a le plus de députés, qui est apte à prendre les plus grandes décisions pour savoir quel candidat on envoie en tête de liste pour représenter cette alliance. Donc là, du coup, on parle de Premier ministre. Comme l'a dit Olivier Faure du Parti Socialiste, et non pas Mélenchon, c'est bien un candidat LFI qui sera amené à être Premier ou Première ministre de France. Ensuite, c'est vrai que moi, je rejoins Mélenchon sur une chose, les amis. Je préfère faire confiance à un député formé par Jean-Luc Mélenchon qu'un François Hollande au PS, qu'un Fabien Roussel au PCF, qu'un Laurent Berger chez Glucksmann, ou n'importe qui d'autre chez Europe Écologie Les Verts. Bon, à la suite de ma formule, une ribambelle de gens se sont déclarés capables d'être Premier ministre. Ils me permettent d'en douter, les uns et les autres. Mais moi, j'ai des noms à vous proposer. Manuel Bompard, parce qu'il est préparé. La présidente de notre groupe, Mathilde Panot, parce qu'elle est préparée. Celle qui dirige notre programme depuis 10 ans, Clémence Guettet. Mais je pourrais citer aussi le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui a quand même un petit savoir sur le budget. Je pourrais citer le président de la commission des régions au Parlement européen, le plus gros budget du Parlement, M. Younous Omarjee, qui est le nouveau grand homme de la Réunion. Ah bah c'est sûr qu'au moins on aurait beaucoup plus confiance qu'un Bardella, qui a été que 5 fois à l'Europe dans toute sa carrière. Voilà, nous ne manquerons pas. Et donc, moi, je peux parfaitement être un ministre parmi d'autres, ou ne pas être ministre du tout. Je ne fais pas une carrière de ce type. Tout ça, c'est derrière moi. Ce qui est devant moi, c'est le rôle politique que j'ai joué. Ressusciter la gauche autour de la ligne de rupture. Et ça, c'est le programme qu'on est en train de défendre. C'est vrai que ça, qu'on aime ou pas M. Mélenchon, c'est quelque chose qu'il faut lui remettre en termes de victoire. N'oubliez pas que ce mec-là est issu du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, les amis, en termes de traîtrise, attention, on est sur un high level, pas loin de Ciotti, Zemmour et du RN. Ce mec-là, lui tout seul, avec son équipe, il s'est barré du PS et il a réussi à créer la France insoumise. Et à l'heure d'aujourd'hui, dites-vous que dans des grandes causes nationales et internationales, il a porté ses couilles. Exemple, le conflit israélo-palestinien. Ça a été le seul ou l'un des seuls, en tout cas avec son parti La France insoumise, qui ne s'est pas couché devant l'élite sioniste de ce pays.
Sachez-le, les amis, ça c'est très important. Ça a été l'un des seuls aussi à pas se coucher devant le CRIF, les amis. Eh oui, ça a été l'un des seuls à pas se coucher au niveau des retraites, les amis. Quand il y a des Laurent Berger ou des Martinez qui, une fois que le combat a été fini, sont rentrés chez eux, ont repris leur thune dans tous les sens, et pour Laurent Berger, a été repositionné dans une banque nationale. Dans une banque, les amis. Dans une banque. Il faut se le dire très clairement. Et alors d'aujourd'hui, quand vous entendez un Glucksmann vous dire non mais pas de Mélenchon parce qu'il est trop clivant et puis il va pas apaiser, on va plutôt mettre quelqu'un comme Laurent Berger. Oh, là je crois que tu vas plutôt mettre le feu au pays, mon cousin, parce que franchement, les électeurs de gauche qui ont fait confiance à Mélenchon en 2022 avec ses 23%, toi tu arrives, on ne te connaît absolument pas. Tu fais un score aux européennes, on ne sait même pas d'où il sort. Tu viens avec ton parti gonfler le torse, alors qu'en fait, tout le travail, c'est LFI qui a fait le boulot depuis déjà 2015. Et toi, tu vas nous dire à nous que tu installes Laurent Berger pour apaiser le pays. Mais toi, t'es un malade. Parce que la vérité, on prend tes électeurs. Mais dès qu'on va avoir l'occasion de te jeter, on va le faire. Sache-le. Et puis franchement, on pourra être traité de traître. On assume. Parce que des fois, la traîtrise, dans ce genre de cas-là, au-delà d'être symbolique, elle est nécessaire. Je pense que vous avez été clair. Est-ce que vous entendez ceux qui disent il faut, c'est violent, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils se mettent en retrait? C'est odieux. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes propos, dans le combat que j'ai mené au fil d'une vie, moi je suis le seul dont on peut vérifier une vie entière, qu'est-ce qui fait que je serai la personne qu'on ne désigne pas? Attendez, je veux terminer vraiment. Je dis à tous ceux qui Vous s'amusent... savez la réponse à cette question. Soyez très attentifs à cette séquence, et je l'ai choisi pour ça, les amis. Avant de démarrer cette petite séquence, dont je vais vous repasser une deuxième fois quelques secondes pour que vous voyez là où je vais en venir, je le redis encore, sachez qu'aucun cadre, aucun député, ni Mélenchon lui-même, n'a été condamné pour n'importe quel propos dit antisémite qu'on aimerait leur faire dire. Et même les opposants qui les traitent de propos antisémites ou simplement d'antisémitisme, eux-mêmes n'ont jamais porté plainte contre qui que ce soit de la France insoumise. Ceci dit, on y va. Vous l'avez? Non, non, la jalousie. Uniquement Ah ben évidemment, et l'envie d'occuper... Vos propos sur l'antisémitisme résiduel qui ont pu choquer une partie. Voilà, ça c'était il y a 15 jours, ça fait plus d'un mois qu'on me dit que je ne peux pas être là. Et tout ça est abusif et fait pour me torturer, m'humilier le plus possible. Mais je dis à ceux qui jouent à ce petit jeu, maintenant il faut concentrer les efforts sur la victoire et pas sur les petites guerres internes pour essayer de m'éliminer. Ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien, il y en aura un autre. Ça veut dire que vous allez continuer à vous exprimer comme vous le faites ce soir dans cette campagne. Je ne me tairai pas. Voilà mais madame, vous imaginez pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par M. François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par M. Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde. Alors c'est vrai, les amis, qu'il faut quand même qu'on se dise quelque chose. N'oubliez pas, hein, dans cette alliance, la France insoumise s'est sacrifiée de 100 circonscriptions pour laisser de la place aux autres partis. Donc, ne pensez pas que c'est pour un intérêt personnel de Mélenchon ou alors de la France insoumise pure et simple. Parce qu'en perdant des circonscriptions, c'est les autres qui vont mettre des candidats. Moi, ce qui me fait chier, c'est que LFI, je suis DNPA moi, mais je le dis, LFI qui se sacrifie comme ça, sauver le cul au PCF, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste et d'autres petits partis qui, à longueur de temps, depuis qu'ils ont créé la NUPS, leur ont craché à la figure, ça interroge. Et franchement, le sacrifice, les amis, doit être à la hauteur de l'histoire. Vraiment. Je leur dis, ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. Je dis à Olivier Faure, attention, si les électeurs insoumis ne viennent pas voter pour toi, tu ne seras pas élu. Vous êtes une chance pour votre camp. C'est ça que vous dites. Pardon, madame, je ne veux pas être vaniteux. Et ensuite, on me reprendrait sur un mot. Mais je pense que je suis un atout. Parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pas parce qu'on mène une guerre contre moi qui est très banale. Vous savez, sur l'antisémitisme, avant moi, il y a eu la gauche anglaise, avant moi, il y a eu la gauche chilienne, il y a eu la gauche vénézuélienne. À chaque fois, c'est le grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Alors, voyez, moi, ce qui me pose le plus... Alors, je vais faire un arrêt précis sur cette image.
Vous allez comprendre pourquoi et là où je veux en venir. Monsieur Mélenchon, il est en train d'expliquer, et je le rappelle pour tout le monde, aucun candidat, aucun élu, aucun cadre, ni Mélenchon lui-même, n'a été condamné pour des propos antisémites, des propos que tous les journalistes et toute opposition leur envoient la figure en nom d'oiseau. De plus, je rappelle que les gens qui traitent la France insoumise eux-mêmes n'ont pas porté plainte pour antisémitisme. Déjà, ça interroge n'importe quelle personne bien câblée en haut, intellectuellement bien câblée, je parle. Déjà, lui-même de lui-même, il devrait comprendre la supercherie. Les journalistes médiatiques, étant conscients de ça, doivent dire deux choses. Soit, c'est vrai, monsieur Mélenchon, tout le monde vous traite d'antisémite, c'est vrai, la France insoumise, tout le monde vous traite d'antisémite, mais vous n'avez jamais été condamné pour ça, donc dossier suivant. Ou alors, leur glisser une preuve, vu que c'est des journalistes, et donc il y a forcément enquête derrière, enquête dite de journalisme, leur glisser des preuves en leur disant, si, monsieur, vous avez été condamné pour ci, pour ça, comme par exemple avec Zemmour, ou certains cadres du RN. Vous voyez le petit taré que j'ai fait sur cette image-là? Observez, je vous repasse la séquence, très rapide. Grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Alors, voyez, moi, ce qui me pose le plus problème... Vous avez vu le petit œil? À qui elle le fait? Qui elle regarde? Quel est le projet qui se cache derrière ça? Pourquoi quand Mélenchon lui dit « Non madame, je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme, etc. » Pourquoi dans le cas où si c'était réellement faux ce que Mélenchon disait, donc dans le cas où il serait vraiment antisémite, où il avait des propos antisémites, pourquoi ne le reprend pas à ce moment précis-là? À la place, elle fait quoi? Elle regarde quelqu'un, elle regarde à gauche, à droite et tout ça, avec son petit œil et son petit sourire. Ça, les amis, ça interroge. Et même vous, par exemple du RN, vous, des autres oppositions, rien que ça, les amis, rien que ça, devrait vous faire comprendre qu'on se moque de vous. Nous, à gauche, on le sait tous que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Les électeurs insoumis, encore pire, ils le savent très bien. Mais vous, l'opposition, soit vous êtes complice avec ces gens-là, soit vous êtes intellectuellement pas bon, soit vous êtes complètement con, soit vous avez un peu de jugeote. Et vous comprenez à ce moment précis-là qu'il y a un petit problème. C'est la vitesse à laquelle des gens se soumettent, prennent peur. Qui? Eh bien, ceux qui se disent « il faut qu'il se taise, il faut qu'il se taise ». Mais enfin, Hollande, c'est lui qui devrait se taire, si je peux me permettre de lui donner un conseil amical. Non, qu'il ne se taise pas, il fait tellement de bons mots, il a tellement de comptes à régler, que j'attends de voir avec ça, avec gourmandise. Juste un dernier mot avant d'aller au programme. Cette vidéo, les amis, dure 13 minutes. On est déjà à 5 minutes 13 et on n'a toujours pas parlé du programme, qui lui est la chose la plus importante, puisqu'elle va directement impacter les Français, impacter nos vies, impacter la plus-value qui va nous être apportée de par ce programme-là. Et on a passé la moitié de l'interview à parler des traites de gauche et de l'antisémitisme de Mélenchon qui n'existe pas. Bravo les journalistes français. Allez, enfin on parle du programme. Juste quand Laurent Berger dit « ça peut pas être lui parce qu'il faut de l'apaisement ». Ben écoutez, si j'étais certain que le programme que nous allons appliquer le sera dans un apaisement complet, c'est-à-dire que nous ferons un nouvel impôt sur la fortune, nous allons faire un impôt universel sur les sociétés étrangères, et que aussitôt on dirait « ah ben nous applaudissons cette idée ». Eh bien, je courrais m'enfermer chez moi pour qu'on ne me voie plus. Mais je suis certain du contraire, c'est-à-dire qu'un tel programme nécessite des gens qui ont de l'expérience et du caractère. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus. Ce dont on ne parle pas dans cette campagne, nous sommes menacés de guerre, Madame Roux. Nous sommes en première ligne. Nous avons 2000 militaires sur le front de l'Est. Nous sommes exposés parce que nous avons 700 militaires au Liban. Ensuite, parce que les territoires de Polynésie et compagnie dans l'océan Pacifique nous exposent en première ligne. Ça veut dire que tout ce qu'on se raconte tous les deux, ça peut s'arrêter en une nuit si quelqu'un va trop loin dans l'escalade. On parle du pouvoir d'achat. Alors ça, c'est lunaire. T'as Mélenchon qui te fait un exposé sur la géopolitique du pays, c'est-à-dire la France à l'international, qui explique qu'on a à deux doigts que tout pète, qui pose le constat de nos militaires qui sont déjà engagés sur le front alors qu'eux-mêmes ne voient pas leur famille, etc. La meuf, elle n'a rien à dire à ça, à part, on va parler du pouvoir d'achat. Mais toi, t'es lunaire, ma sœur. Pourquoi on ne s'arrête pas 2 minutes sur ce qu'il vient de dire Mélenchon? Parce que je rappelle que si on en est là, c'est à cause de Macron. Hein. Je rappelle que ni le RN, ni la LFI n'étaient au pouvoir depuis 7 ans. Enfin, le RN, on ne sait pas. Mais LFI n'était pas au pouvoir depuis 7 ans. Et aucune personne à gauche n'était au pouvoir depuis 7 ans. Ah, on le saurait, les amis. Hein.
avec tout ce qu'ils ont pris dans la tronche, on le saurait. Je vous rassure, c'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du RN, dont je pourrais peut-être rappeler quelques conflits d'intérêts avec les macronistes. Bienvenue chez Réactoine. Parlons du pouvoir d'achat. Le SMIC à 1 600 €, c'est l'une des mesures principales de votre programme concernant le pouvoir d'achat. Gabriel Attal estime que cela détruirait 500 000 emplois. Bruno Le Maire dit cela entraînera un chômage de masse. Est-ce que vous entendez les réserves qui ont pu être formulées par le patronat, par les PME, les TPE? Que leur répondez-vous? Ils m'amusent beaucoup. Ils n'ont pas d'imagination parce qu'à chaque élection, c'est pareil depuis tantôt 100 ans. Ils disent la même chose tout le temps. Si on augmente les salaires, c'est la catastrophe. Madame, en une nuit, on leur a pris 35% en mai 68. Et il n'y a même pas un an, les Espagnols ont augmenté en 2 tranches de 30%. Et ils ont créé le SMIC. Et ils ont créé 840 000 emplois. Ces gens-là sont toujours en train de chipoter les petits bonheurs des gens. C'est que 15% dont on parle d'augmentation. Hein, si la fortune des riches avait augmenté pareil, le SMIC serait à 5 000 € aujourd'hui, hein, s'il avait augmenté pareil. Donc laissons ça de côté. Ce n'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Et je vais vous le prouver en un instant. Ces gens n'aiment pas les autres. Pourquoi? Alors avant de lui laisser le pourquoi à M. Mélenchon, il faut qu'on rectifie une petite chose concernant le SMIC, les amis, à 1 600 €. J'entends beaucoup de personnes dans les commentaires de Réactoine venir vers moi, enfin beaucoup de personnes, souvent les élus du RN, puisque c'est ce que leur dit leur tête de liste, hein, les candidats, les Bardella, les machins, que la gauche, alors 1 600 €, machin, c'est pas possible. Déjà, vous avez la preuve, comme l'a dit Mélenchon, qu'en mai 68, on a déjà décroché en nuit 35% du SMIC. Déjà, les amis, rien que là, vous devriez vous poser des questions. Ensuite, on va essayer d'être sérieux 2 secondes, les amis. Je parle à vous, hein, qui nous dites toujours, mais non, mais si vous augmentez le SMIC, les charges vont augmenter, ça, si, comme vous le faites vulgairement. Parce que soit vous n'écoutez pas bien les solutions, soit vous ne comprenez pas bien les explications, soit vous faites semblant d'être bête. Je vais donc vous proposer de m'écouter très calmement sur cette augmentation des salaires dont, je rappelle, le RN a refusé. Et pour les questions de où va-t-on trouver l'argent, M. Mélenchon va répondre après. Mais avant, petit exposé, les amis. Étant moi-même entrepreneur, c'est moi qui fais les fiches de paye. Et j'ai une autre vision de la chose. Moi, contrairement à vous qui nous dites que le SMIC c'est pas possible pour X raisons, j'ai été écouter la proposition. Je ne peux pas vous mentir, au début c'est une proposition qui m'a fait peur, pour être très honnête. Et au-delà du mainstream, j'ai été écouté, j'ai été cherché, j'ai été analysé, j'ai été écouter des économistes pour savoir ce qui se cachait derrière cette proposition. Alors effectivement, on va vous donner le point. Expliquez comme vous le faites très vulgairement dans les commentaires ou par de vos chefs de parti du RN. Je tiens à rappeler que vous n'êtes pas économiste. Vous êtes pour la plupart d'entre vous peut-être pas entrepreneur. Donc je peux comprendre que cette augmentation de salaire peut faire peur à tout entrepreneur qui veut se développer. Heureusement, on n'est pas tous comme vous et il y en a qui réfléchissent un petit peu plus loin. Déjà, je vous invite tous à prendre en compte que cette proposition du SMIC à 1 600 € s'inscrit dans un ensemble d'autres propositions, 694 pour être très exact. Donc cette proposition, mise en corrélation avec les 694 autres du programme, c'est là où elle prend tout son sens, les amis. Pour moi et pour toi. En tout cas, je te le souhaite si tu deviens entrepreneur. Donc cette loi doit s'inscrire en corrélation avec les 694 autres et elle doit s'inscrire dans une 6e république. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment une 6e république ou vous voulez qu'on reste à la 5e, c'est-à-dire le système actuel. Donc si vous êtes entrepreneur, et vous me dites si je me trompe, tu connais forcément les chiffres de ton entreprise, de tes salariés, des charges sociales, etc. À moins que tu aies une secrétaire et que tu ne mets pas le nez dedans, c'est possible. Moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai carrément la tête dedans. Je t'invite donc à te caler 3 heures. Tu vas pas perdre 3 heures de ton temps. Tu vas surtout nourrir ton esprit et tu vas surtout comprendre cette proposition. Devant le chiffrage économique de cette même NUPS ou de ce nouveau Front Populaire dont je te passe le lien directement en dessous de cette vidéo, dans la description, tu auras juste à cliquer, ça t'amènera vers la vidéo du chiffrage économique. Si après ces 3 heures, tu n'es toujours pas convaincu, il faudra dans ce cas-là te rapprocher d'un économiste sérieux qui va pouvoir t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Parce que tout entrepreneur en 2024 qui inscrit son bilan économique, c'est-à-dire celui de son entreprise, avec cette proposition de la NUP ou de la NUPES, sous le régime actuel des néolibéraux de cette 5e République, ne comprendra absolument pas le progrès et le développement de sa propre entreprise dans le cadre d'une 6e dans le monde du travail. Et c'est là tout l'intérêt d'une 6e République. Quand on vous dit qu'il faut changer tout un système, c'est qu'il faut changer tout un système.
Donc, elle est là, la solution, les amis. Donc, si tu es ni entrepreneur, ni économiste, et que tu es simplement un travailleur, effectivement, ces gens-là ont tout intérêt à te faire comprendre que c'est pas possible d'augmenter le SMIC. Si c'est possible, et même dans une cinquième. La preuve, en mai 68, en une nuit, plus 35%. Tu as la preuve que c'est possible. Qui est smicard dans ce Ces pays? gens, qui? Les gens que vous venez de citer, Les qui ne patrons? veulent pas donner, ceux qui ne veulent pas donner un rond. Le prix du bonheur, ils ne connaissent pas. Le prix du malheur non plus, parce qu'ils ne chiffrent pas le malheur que ça répand. De ne pas avoir assez de sous pour se nourrir correctement. Ça veut dire que vous avez une épidémie de diabète, vous avez une épidémie d'obésité, qui vient du fait qu'on ne peut pas acheter la bonne alimentation. Mais je viens d'abord sur l'essentiel. Les smicards, qui c'est? À 80% des femmes. C'est donc du salaire féminin dont on parle. Et ils n'en veulent pas. Et madame, pas un emploi ne partira. Pourquoi? Parce que quel emploi c'est? Aide à domicile, soins à la personne, c'est la restauration. Vous croyez qu'on va aller ouvrir les restaurants à Hong Kong ou à Shanghai? Enfin, il faut être un peu sérieux. On parle de la vie des gens, pas d'abstraction économique à laquelle ces gens ne connaissent rien. Pardon, mais je veux vraiment leur mettre leur compte. Monsieur le maire... Fait, là. Non, mais non, le monsieur le maire veut me faire la leçon. Il a fait 1000 milliards de dettes, ce gars. Et il vient de dire comment on gère un budget. Non, mais c'est une mauvaise blague, non? Trouvez-en un autre. Et oui, oui, quand vous entendez de ces gens-là, c'est-à-dire les Macron, les Bruno Le Maire, je rappelle Bruno Le Maire, les amis, ministre de l'économie, qui vient sur un plateau mainstream média vous dire bah, je sais pas comment ça fait un hectare parce que je suis pas fortiche en maths. Cousin, t'es ministre de l'économie. Si tu sais pas compter, retourne faire de la mécanique. Parce que c'est toi qui es censé gérer l'oseille de la France. Alors je pense réellement que si tu veux faire couler directement l'économie de Poutine, moi je propose qu'on t'envoie directement là-bas au poste de ministre de l'économie. Et je pense qu'en moins de 3 ans, tu vas faire la même chose que tu as fait à la France. Enfin, est-ce qu'il faut te rappeler la note économique que la France a perdue là, il y a 2 mois de ça? T'es lunaire comme mec. Donc effectivement, venir dire à Mélenchon, ça va être le chaos, il va y avoir des dépassements budgétaires, etc. Quand toi et Macron, en moins de 7 ans, vous faites 1000 milliards de dettes. Je sais que tu sais pas compter, hein, mais les gens qui m'écoutent, eux, ils savent. 1000 milliards, les amis. Et ces gens-là viennent sur les plateaux vous dire que Mélenchon, qui a un programme chiffré, hein, je rappelle, hein, le NFP, on leur a demandé un programme chiffré au poil de derche, pas le RN. Le RN, quand ils ont donné son programme, ils ont mis des chiffres à peu près approximatifs. Posez-vous la question de savoir pourquoi on n'a pas demandé la même chose au RN. Tout simplement parce que le programme économique de RN, ils le connaissent déjà, puisque c'est le même que Macron. Français revenus entre 2000 et 3500 euros ont voté Jordan Bardella aux européennes. Ils sont ni riches ni pauvres. On les appelle les classes moyennes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez pour eux? Alors, premièrement, je leur dis, en dessous de 4 000 euros, personne ne paiera plus. Tout le monde paiera un peu moins. Pourquoi? Alors, c'est un peu technique. Parce qu'au lieu de 5 tranches d'impôts qui fait tout peser sur le milieu, nous, on étale et on prend plus à l'autre bout, c'est-à-dire vers les grandes fortunes, les moyennes fortunes, etc. C'est la raison pour laquelle nous rentrerons plus d'argent en mettant moins à contribution les classes moyennes. J'en prends l'engagement. Vous dites 92% des Français ne verront pas leur fiscalité changer. Donc ça veut dire que c'est avec 8% des plus riches qu'on finance ce programme? Bien sûr, si vous saviez, ma pauvre dame. Regardez une chose. Je prends l'impôt, bien sûr, mais ce n'est pas l'impôt sur le revenu qui fait l'essentiel des recettes de l'État. Hein. Je vous prends un exemple. La taxation en France des grandes multinationales, McDo, Amazon, Microsoft, etc. Ils font des affaires en France. Bah, très bien, on est content de les avoir, il faut qu'ils restent. Bon, ils font des affaires. Et puis, quand au moment de payer les impôts, zou, ils remontent tout en Irlande et ils payent là-bas bien moins qu'ici. Donc nous disons, ce que vous faites ici comme résultat, vous paierez ici les impôts. Vous savez combien ça rapporte, ça? Rien que ça. 26 milliards. Aujourd'hui, on avait fait un calcul une année, je ne sais plus quelle grande multinationale c'était, était-ce McDo ou Amazon, peu importe. Ils payaient à peine 1% de ce que payent les entreprises. Ça, c'est des règles européennes sur la fiscalité de ces entreprises-là qui vont en Irlande. Non, vous n'avez pas suivi l'affaire. Bon. L'Europe a mis un minimum. Mais l'Europe n'a pas le pouvoir de mettre un maximum. Il est interdit, dans le traité européen, et je le regrette,
qu'on prenne des dispositions pour toute l'Europe en matière fiscale. Donc là, ça ne craint rien, il n'y aura pas besoin de désobéir. Et puis attendez, puisque vous y êtes, figurez-vous que l'Europe a dit que comme la France était en déficit excessif, on allait lui faire payer une amende. Donc je dis au commissaire européen, le prochain Premier ministre, qui sera insoumis, comme on en est convenu, pas forcément moi, je vous rassure, eh bien, le prochain Premier ministre va dégager les recettes pour remettre d'aplomb les comptes de l'État. Et donc, vous savez, vous autres, les milliardaires, les millionnaires, que si nous vous prenons des sous de plus, ce sera pour tenir les engagements de votre chère Europe. Mélenchon est en train d'expliquer, là, c'est très important pour un gars comme moi qui est entrepreneur, de savoir que ces gens-là, les grosses fortunes de ce pays, les sociétés concurrentes comme McDo, etc., qui ne sont pas françaises, vous voyez ce que je veux dire, payent un pourcentage infime au niveau de leurs impôts, quand nous, les sociétés françaises, on est taxés, les amis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, quand moi j'entends, en tant qu'entrepreneur, un mec comme ça qui vient de me dire, oui, le SMIC, on va augmenter, machin et tout ça, mais on va aussi aller chercher les gros et on va les faire payer à la place de vous. Je suis une petite entreprise, par exemple. Que vous payez en fait moins et que c'est eux qui vont raquer. Mais moi, je dis bravo. Moi, en tant qu'entrepreneur, je dis bravo. Allez les chercher. Parce que nous, on est taxés, quoi, bordel. Et nous, on prend cher, effectivement, dans cette 5e République. Donc, si vous changez tout un système et que vous faites vos 14 tranches d'impôts, comme vous le dites, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Et c'est pour ça que moi, un programme comme celui du NFP, ou de la NUPS, ou de la France Insoumise, etc., bref, le programme du NFP, moi, je dis banco, les amis. Il est l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, d'essayer ce genre de programme. Pour la simple et bonne raison qu'il tient la route, ça amène une plus-value aux citoyens, aux entrepreneurs, etc., qu'il y a du lien social, qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les conditions se réunissent pour qu'on puisse le faire maintenant, parce que depuis 30 balais, on est gouverné par des politiques économiques de droite, capitalistes, qui nous ont absolument rien amené. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi, mon ami? Est-ce que tu as une augmentation de salaire? Est-ce que tu as été riche? Est-ce que quand tu vas faire un plein de caddie, c'est mieux ou moins bien qu'il y a 10 ans? Tu le sais très bien, mon ami, que non. Et que tu sois à gauche ou que tu sois à droite. Tu le sais très bien. Donc on va arrêter de se mentir, les amis. Vous voulez que ça change? Il faut changer le système. Alors d'aujourd'hui, quel parti politique veut changer le système dans son entièreté? Il est devant vous, les amis. Il est devant vous. Et je vous parle en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui fait la différence dans un discours comme le mien. Alors vous pourrez entendre plein d'autres entrepreneurs qui vont vous dire « Mais non, ils racontent de la merde et tout ça, Jérôme de Réactoine et tout. » Bah oui, parce qu'ils inscrivent leur bilan économique et ils inscrivent leurs charges, ils inscrivent tout ce qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui dans leur entreprise, dans le système d'aujourd'hui. Et effectivement, ça pique. Je le sais, hein, ça pique. Mais les amis, ne croyez pas que vous allez avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un moment, tes salariés, si tu ne les payes pas convenablement, ils vont se barrer. Si tu ne les traites pas convenablement, ils vont se barrer. C'est eux qui amènent la plus-value de ta société. Demain, s'ils ne sont plus là, tu pleures. La preuve, mon ami, quand il y en a un d'eux qui part en vacances, qu'il y en a un d'eux qui est malade, t'es en PLS, mon ami. Pour X raisons, hein, mais t'es en PLS. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est eux qui font tourner ton entreprise. Donc c'est eux qu'il faut prendre soin. Et dans le système dans lequel on est à l'heure d'aujourd'hui, on ne prend pas soin d'eux, les amis. On ne prend pas soin de nos salariés. On ne va pas se mentir. Parce qu'on est tellement soumis à des taxes dans tous les sens. Tout doit aller vite. Tout doit fonctionner. Pas une journée, tu te lèves sans penser aux chiffres que tu vas faire aujourd'hui. Tranquille. Il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous, les amis. Et ils ont des open space dans leur entreprise. Les gens sont tellement heureux qu'ils passent beaucoup plus de temps au travail que chez eux. Parce que leur travail, pour certains d'entre eux, c'est chez eux. Allez vous balader dans d'autres pays. Allez vous balader dans des pays où les entreprises considèrent qu'un salarié heureux, c'est une plus-value directe pour l'entreprise. Parce qu'en étant bien au travail, il se donne à 100% pour l'entreprise dans laquelle il est. C'est pour ça que je vous parle du monde de demain et que j'inscris l'honnêteté entrepreneuriat dans le monde de demain et dans cette 6e République. Il nous reste 2 minutes. Ça fait pas beaucoup. Allez-y. Ça fait pas beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, si le Rassemblement national arrive aux responsabilités et obtient la majorité absolue, est-ce que vous respecterez le verdict des urnes? Par définition, oui. Par définition, oui. Et c'est la raison pour laquelle, quoique je trouve la mesure absurde, dangereuse et antidémocratique, vu la manière avec laquelle il s'y est pris, le président, pour dissoudre,
je ne pouvais pas dire la dissolution est une bêtise. Qui a peur du peuple souverain n'est pas un démocrate. Après, ça sera à nous de bien nous assurer que le Rassemblement national respecte la République et ses principes fondamentaux. On le sait d'avance que non. Quand on voit tout ce que Macron a réussi à faire et a tout cassé depuis qu'il est au pouvoir, on sait très bien que le RN pourra tout faire. Rappelez-vous de Macron, tout ce qu'il a réussi à faire, comment il nous a embobinés dans tous les sens, combien de 49.3 il a sorti. Malgré toutes les manifs du peuple français dehors, il a passé toutes ses lois d'austérité. Vous pensez que le RN, ayant vu ça, ils vont pas faire la même chose? Ils vont nous dire comme les macronistes. C'est démocratique. On se sert simplement des règles du système dans lequel on est. C'est pour ça que je vous dis les amis qu'il faut changer de système. Il est là le changement de système. Donc on n'est pas dupe. On pourra s'assurer que le RN respecte les règles, mais ils ne le feront pas. Et on ne pourra rien dire. Je commence à le dire très clairement parce que des hauts fonctionnaires, qui sont par ailleurs binationaux, sont venus me dire, Monsieur Mélenchon, c'est une honte de suspecter notre loyauté à la patrie des Français. Et c'est ce qu'a fait M. Bardella en disant, pour certains postes, et il dit, un franco-russe ne peut pas être loyal. Pardon, monsieur, un franco-russe est loyal. Et de toute façon, il y a des enquêtes qui sont faites avant que quelqu'un ait des responsabilités dans l'État qui concernent sa sécurité. Donc, la chasse aux binationaux, je vous mets tous en garde qui m'écoutez. Quelle que soit votre binationalité, car il y a des pays qui ne reconnaissent pas le changement de nationalité. Mon pays d'origine, le Maroc, vous êtes marocain, c'est pour toujours. Et il y a des gens qui sont français, qui ont à cœur, par exemple, d'avoir la nationalité israélienne. À partir de là, ils deviennent tous suspects avec le Front National, pas avec nous. Et voilà la punchline qui vient officialiser Mélenchon comme étant absolument pas un antisémite. Vous avez entendu cette phrase? Il est en train de s'adresser aux binationaux en expliquant que la préférence nationale à l'heure d'aujourd'hui va s'adresser directement aux binationaux dans cette France. Et il parle, et il dit à tous les binationaux, dont les Israéliens, le RN va faire cette différence-là. Nous, non. C'est la plus belle preuve de non-antisémitisme que Mélenchon pouvait nous faire sur un plateau mainstream. C'est dommage que cette phrase-là ne va pas être reprise. Le programme des extrêmes mène à la guerre civile. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Parce que la guerre civile, pour l'instant, c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie, en faisant déporter au bagne dans l'Hexagone les gens qu'il avait pris là-bas et qui ont été arrêtés. Vous savez qu'il y a 4 Kanaks, des dirigeants qui ont été arrêtés là-bas, peu importe les raisons, et on les a amenés en France, c'est-à-dire à 17 000 kilomètres de chez eux. Ça veut dire que leur droit à visite ne pourra jamais être respecté. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard, mais disons que tourner sa langue cette fois dans sa bouche est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur ce plateau. C'est 10 minutes, 12 même. Merci. Voilà les amis ce que vous pouvez se dire sur cette séquence de Jean-Luc Mélenchon sur France 2. J'espère que vous avez apprécié le travail qui est le mien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et également à commenter. Si vous avez la possibilité et que vous souhaitez nous faire un don afin qu'on puisse développer la chaîne parce que vous considérez que mon travail est d'une part important et deuxièmement est bien réalisé, vous avez le Tipeee les amis. Vous pouvez nous faire un don à partir de 1 euro les amis, ce sera déjà très très bien et on vous remerciera bien entendu comme il se doit. Tout est sécurisé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette séquence. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Restez fidèles à la chaîne les amis, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Jérôme de React One. Ciao, ciao les amis.